Bonjour et bienvenue dans votre magazine de l'innovation où se croisent ceux qui font et ceux qui pensent le monde de demain. Et puis, il y a également ceux qui font en sorte que leur travail soit au maximum facilité. C'est le cas de mon premier invité, Marwan Elfites, est responsable des programmes start-up dans le plus grand incubateur d'Europe. Il a accepté ma proposition de venir toutes les semaines partager avec nous ce qui se passe, ce qui se joue dans les coursives de Station F. Ce sera l'interview Launchpad. Et puis au cœur de cette émission, nous débattrons de la révolution numérique qui attend encore les PME. La question n'est plus de savoir s'il faut ou non adopter les outils dits d'intelligence artificielle, mais plutôt comment s'y préparer, se préparer au changement. Ensuite, nous retrouvons notre rendez-vous Game Business et la suite de la saga des grands studios de jeux français, avant de conclure par une petite lucarne sur le futur du divertissement. Place à l'interview Launchpad. Alors la première d'une longue série, je l'espère, Marwan Elfites de Station F, bonjour. Bonjour. Alors si j'ai proposé d'appeler ce rendez-vous Launchpad, c'est pour l'image de toutes ces startups qui sont sur le pas de tir géant de Station F, de l'incubateur, mais c'est également un clin d'œil évidemment au fondateur de Station F, Xavier Niel, qui avait utilisé cette terminologie au moment du lancement tonitruant de Free Mobile. Alors, on va revenir justement aux origines de Station F. Est-ce que vous voulez bien nous repréciser quel était le projet à l'origine ? Nous, on a lancé le projet en juin 2017. Il a été pensé évidemment des années auparavant par le fondateur, par Xavier Niel, qui a investi près de 250 millions d'euros pour Station F et pour la partie aussi logement. À la base, il y avait 3 missions et qu'on retrouve aujourd'hui dans un peu l'ADN de Station F, dans tout ce qu'on fait. L'idée à l'époque, c'était de réunir sous un seul et même toit tout un écosystème. Donc des programmes, mais pas que. On va y revenir un peu sur l'ensemble des composantes qu'on va retrouver qui vont graviter autour des entrepreneurs. Donc des programmes qui animent l'écosystème start-up. Exactement, qui apportent des ressources, une méthodologie d'accompagnement. On en a près d'une trentaine aujourd'hui sur le campus, sur des thématiques assez diverses, portés par des acteurs aussi différents. Il y a des grands groupes qui portent des programmes, il y a des grandes écoles. Il y a Station F aussi en direct qui va accompagner aussi des startups. Donc apporter un ensemble de ressources pour pouvoir accompagner la croissance de ces entrepreneurs. Et puis aussi un enjeu de diversité. L'écosystème startup, comme beaucoup d'univers économiques et voire même politiques, souffre d'un grand manque de diversité. Et l'un des objets de Station F, c'est d'arriver à corriger tout ça et d'avoir des profils différents, que ce soit en termes de genre ou aussi en termes de profils sociaux. Et troisième mission, il y en avait 3 ? Accompagner simplement la hausse assez incroyable de création d'entreprises. Il y a des besoins d'espace en France qui sont colossaux. Et en 2017, c'était vraiment un vrai besoin. Combien de locataires aujourd'hui, Station F ? On a près de... par an, on a à peu près 1200 startups qui vont passer sur le campus. Ah oui, pas mal. Donc, vous êtes responsable des programmes de cet incubateur. Qu'est-ce que vous proposez aux startups ? Alors, déjà, une startup, pour qu'elle puisse rentrer, il faut qu'elle postule. Donc, on parlait des 30 programmes. Il faut voir Station F comme un campus. Et donc, les programmes sont un peu des tracks universitaires. Donc, lorsque je postule à Station F, je fais choisir un peu mon track. Il va y avoir des programmes qui vont porter sur l'intelligence artificielle, d'autres sur des thématiques médias, divertissement. Vous allez parler de jeux vidéo juste après, mais Ubisoft porte notamment un programme sur le sujet. On a aussi des programmes sur des niveaux de maturité. Ça, ce n'est pas une start-up. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des grandes sociétés qui accompagnent, qui créent eux-mêmes leur mini-incubateur. Exactement. Ubisoft va sélectionner ses propres startups sur ces thématiques, divertissement, jeux vidéo, blockchain notamment. Ils vont les accompagner, apporter des ressources du groupe, les loger à Station F et leur faire des ateliers, des workshops pendant au moins 6 mois. Pareil pour d'autres entités comme Microsoft ou Facebook qui vont eux aussi sélectionner leurs propres startups. Et vous en sélectionnez également en direct ? Exactement, on a 2 programmes en direct gérés par Station F. Donc on a le Founders Programme, qui est un programme pour des startups très très jeunes autour de l'amorçage précis. Lorsqu'ils arrivent, en général, ils sont 2 ou 3 personnes. Ils ont un prototype. Et l'idée, c'est de les accompagner jusqu'à la recherche de leur marché finalement. Et ensuite, on a un deuxième programme qui est clé, qui s'appelle le Fighters Programme, où là, on va chercher des profils atypiques, qui ne viennent pas des grandes écoles, qui n'ont pas fait les mêmes parcours assez classiques qu'on voit dans le milieu. Puis là aussi, on les accompagne pendant près d'1 an et c'est gratuit pour eux. Et comment vous allez les chercher concrètement ? Alors sur le Fighters Programme, on n'est pas tout seul, il ne faut jamais être seul dans ce genre de thématique. On travaille avec beaucoup d'associations de terrain, d'écoles, de structures étudiantes, associatives, d'aide à la recherche d'emploi, etc. Et
tout au long de l'année, on travaille, on échange et on arrive à sourcer des super projets. Ah, vous disiez 3 ans, quel est le bilan pour vous déjà au bout de 3 ans de Station F? 3 ans et demi, du coup près de 1200 startups à peu près par an, donc plus de 3000 déjà en 3 ans et demi qui ont pu bénéficier d'un ou plusieurs programmes de Station F. Donc vous pouvez faire plusieurs programmes en fonction de vos besoins et objectifs. On commence à avoir un track record, vous savez, on a des alumni, donc on a des startups qui ont fait des levées à plus de 2 chiffres. Luco notamment dans le domaine de l'assurance habitation qui a levé plus de 70 millions, Colonize dans l'espace du logement partagé qui a levé plus de 30 millions, Yuka est passé par Station F qui a aujourd'hui atteint les 16 millions de téléchargements, donc colossal. On a eu aussi des exits, donc des startups qui ont été rachetées par des grands groupes, notamment Ricas qui a été racheté par SAP, Crafty par Talentsoft, le leader européen dans le domaine du SaaS RH. Et en termes de levée aussi, c'est intéressant de regarder ces critères qu'on suit sur près de 3 ans. Il y a plus de 700 millions d'euros qui ont été levés par les startups de Station F, ce qui est assez colossal dans la mesure où les startups qu'on a chez nous sont des startups très jeunes, entre l'amorçage et la série A, donc ce sont des tickets autour de 500K. C'est là où il y a le plus de prise de risque aussi. Exactement. Et on commence aussi, l'un des enjeux qu'on a, nous, Station F, c'est de mettre en avant des profils qui ne sont pas connus encore par la presse ou par les investisseurs. Donc on a lancé il y a 2 ans un Demo Day, donc un événement de présentation de startups très prometteuses auprès d'investisseurs, donc on appelle le Futur 40, Futur 40. Donc on sélectionne chaque année 40 startups les plus prometteuses en amorçage et on les présente à des investisseurs. Donc on a la 2e édition, donc vous pouvez voir la liste des 40 startups, différents domaines et près de 400 investisseurs qui participent pour les rencontrer. Et le bilan en termes de diversité? Alors, diversité, on peut la prendre sur différents angles. Alors, concernant le Fighters Programme, on va lancer semaine prochaine la 4e promo. Donc, on a à peu près entre 10 et 15 projets par an qui participent au Fighters Programme. Alors, c'est intéressant, vous prenez la dernière saison, il y en a déjà au moins 3 qui font. On a un revenu récurrent. Et qui continuent dans d'autres programmes de Station F. On a des startups aussi qui ont amorcé des levées de fonds. Donc, là, on est très impatient de voir, du coup, sur le long terme, comment ces projets vont se développer. Puis, en termes de genre, c'est aussi très important. Au niveau mondial, 10 à 15% des projets sont fondés par des femmes. C'est trop peu. Donc, c'est aussi un angle qui est très important pour nous. Sur au moins 5 programmes, il y a 5 programmes qui vont compter 45% de startups fondées par au moins une fondatrice. Et d'ailleurs, on doit préciser que la directrice de Station F, donc directrice, est une femme, Roxane Varza. Nouveauté pour 2021, très rapidement. Comment vous voyez l'année se profiler? Beaucoup de choses. Continuer sur la lancée de 2020, forcément, avec la pandémie qui a existé. Nous aussi, on s'est pas mal transformé. Donc, mettre de plus en plus de ressources en ligne pour pouvoir consommer Station F d'une autre manière. Donc, Station F, c'est un lieu physique. Parce que là, du coup, les coursives, comme je disais, sont un peu vides, non? Ça dépend. Les télétravails est en fonction des entrepreneurs, mais la plupart viennent au moins 1 à 2 fois par semaine en ce moment. En tout cas, le campus est ouvert, mais l'ensemble de nos événements sont en ligne. Et on fait tout pour avoir un maximum de ressources aujourd'hui à disposition en ligne pour que les entrepreneurs et les employés puissent consommer le campus à leur manière. Et puis après, nous, ce qu'on fait à chaque fois, on a une trentaine de programmes, donc on essaie d'avoir les thématiques les plus au fait de l'actualité au niveau de la tech et au niveau des problématiques. Donc on va lancer en janvier un nouveau programme avec AstraZeneca et Novaxin sur le déploiement et la logistique des vaccins. Marouane El Fites, on a failli recevoir AstraZeneca pour parler d'Innovaxin hier matin. Et puis, je ne sais pas, 5 minutes avant l'antenne, le patron France a décidé de ne pas venir finalement. Donc, on était vraiment très embarrassés. Donc, on suivra quand même ce programme. Oui. Et j'espère qu'on arrivera à en parler aussi avec eux. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de notre rendez-vous. On se retrouve la semaine prochaine. On va vraiment essayer de suivre l'actualité. On sera en plein CES 2021 total à distance. Donc ce sera notre actualité mercredi prochain. Marouane El Fites, responsable des programmes Start-up à Station F. Tout de suite, on passe à notre débat sur l'arrivée de l'IA au travail. Petites et moyennes entreprises, préparez-vous au changement. La révolution de l'IA est déjà là. Alors, je vais quand même préciser ce qu'on appelle intelligence artificielle. On n'est pas en train de parler de super intelligence qui dépasse l'intelligence humaine, mais plutôt de nouveaux outils informatiques, des logiciels plus intelligents que leurs prédécesseurs et qui permettent de traiter des volumes de données beaucoup plus importants et aussi d'en sortir la substantifique moelle. En tout cas, si on sait bien les utiliser, bien les programmer et bien les alimenter. Autant dire donc que ça se prépare et c'est pour ça qu'on va en parler tout de suite avec Emmanuelle Gamache, directrice du développement international de l'Institut de recherche technologique BICOM. Alors Emmanuelle Garneau-Gamache, vous partagerez avec nous
des retours d'expérience véritablement concrets, puisque vous avez mené des ateliers avec des dirigeants de PME sur cet impact de l'IA. Avec nous également Karine Calvet, directrice générale de Citrix France, qui fournit des solutions et des plateformes aussi de travail à distance. Alors Karine Calvet, vous accompagnez vos clients dans la transformation de leur entreprise ou encore même l'engagement des employés dans ces nouveaux espaces numériques. Nous avons également avec nous en visio Gwendal Bihan, cofondateur d'Actionable, qui est un cabinet de conseil expert en IA engagé sur des projets à finalité durable. On va commencer tout de suite ensemble, Emmanuel Garneau-Gamache. Les ateliers que vous avez menés sur ces opportunités et ces défis de l'intelligence artificielle avec les dirigeants des PME, les placer à horizon 2031. Est-ce que 10 ans, ça leur semblait beaucoup ou pas assez pour se préparer au changement? Alors c'est une excellente question et on s'est beaucoup posé la question effectivement de ce time frame, de la durée à laquelle on devait se projeter. L'idée c'était qu'on était vraiment là dans une réflexion prospective. On les faisait travailler en fait à se projeter et globalement ils ont trouvé ça. Pourquoi on a pris 10-12 ans comme ça? C'est parce que c'est une durée qui n'est pas de la science-fiction. Donc en fait ça évite l'effet pensée magique sur l'intelligence artificielle va tout changer et va finalement faire qu'on va pouvoir prendre des vacances 365 jours par an. Et en même temps c'est un horizon qui est quand même un petit peu loin et qui permet donc d'envisager des vrais progrès. Donc globalement ils ont trouvé l'exercice un peu compliqué quand même, parce que, par exemple, dans le cadre des ateliers, on leur demandait sur plusieurs idées, sur plusieurs solutions possibles par rapport à l'IA, de se positionner sur le fait que ce soit probable. Et donc là, on voyait bien que l'horizon était important et qu'à 2045, probablement, c'était beaucoup trop loin. Et donc, il y avait une projection qui était quand même plus facile. Mais après tout, et après, on leur posait aussi la question du souhaitable. Et là, c'est ce qui amène des débats en général très riches. Mais c'est important enfin, chez Bicom, on considère que sur la réflexion prospective, on a voulu l'apprendre, effectivement. On a commencé ce projet-là en 2019. Donc, vous voyez, c'est un horizon de 12 ans qui permet à la fois d'être pas trop loin et en même temps, malgré tout, dans une forme de progrès. Ouais. Donc oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut quand même commencer à y penser dès maintenant si on veut être prêt dans 10 ans. Karine Calvet, quelle est la perception de l'IA justement de vos clients? Emmanuel a parlé de la pensée magique et tout ça. Il y a beaucoup de fantasmes, beaucoup d'idées un peu bizarres autour de l'IA. Quelle est la perception des chefs d'entreprise? Oui, absolument. On parle même d'un syndrome de Frankenstein. Oui. Isaac Asimov, voilà, qui déclare ça très bien en expliquant que le fantasme de l'homme qui remplacerait la machine ou qui même se substituerait à lui, en fait, est très présent encore dans les esprits, même dans notre classe dirigeante. Donc, ce qu'on voit néanmoins, c'est que... Alors, on a une petite différence. On a fait une étude prospective aussi à 2035. Donc, on voit que 30% des dirigeants français pensent qu'elle jouera un rôle prépondérant dans les années à venir, contre 55% dans d'autres pays étrangers européens. Donc, on sent qu'il y a un petit delta. Malgré tout, on a plus de 90% des gens interrogés qui pensent aussi que ce sera le premier poste d'investissement d'ici à 2035. Donc, elle est présente, elle est bien présente dans les esprits. Elle commence à être une réalité quand on parle, par exemple, dans le domaine de la production de maintenance préventive, quand on parle dans le domaine du net, en fait, de moteurs de recherche, de profiling d'utilisateurs. Tout ça, c'est des choses qui commencent à nous parler véritablement. On sait que ça n'est pas abouti, on en est encore aux prémices. Voilà. Mais on sait aussi que les entreprises qui ne l'intègrent pas dans leur champ d'investissement mettent aussi leur pérennité en jeu. Alors, on va donner la parole à Gwendal Bihan d'Actionable. Bonjour Gwendal Bihan, vous nous entendez bien? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Alors vous, ça fait combien d'années déjà que vous aidez les entreprises à établir une stratégie data et donc IA? Parce que je sais qu'avant Actionable, vous travailliez pour Accenture. Est-ce que vous avez le sentiment que la perception de l'IA progresse quand même dans les entreprises? Alors, moi, à titre personnel, ça fait une dizaine d'années maintenant que j'ai la chance de travailler dans ces sujets on va dire, de data, d'intelligence artificielle, de big data. Et ça fait maintenant 4 ans, du coup, qu'on a cofondé et que je dirige Actionable et qu'on aide, du coup, les entreprises à se l'approprier et à avoir de l'impact grâce à la data et l'IA. Et en effet, on voit une progression et je rejoins vraiment tout à fait ce qui a été dit auparavant, c'est qu'il y a quand même un clivage entre... D'un côté, est-ce que vous comprenez ce qu'est l'IA et souvent dans les baromètres, par exemple, il y a IFOP qui sort un très bon baromètre avec Impact IA. C'est quand même assez confus, la compréhension, et il y a beaucoup de craintes.
de déshumanisation, d'attaques cyber, etc. En revanche, si on leur demande est-ce que vous l'utilisez, et sur des cas d'usage très concrets, comme un moteur de recommandation, comme ça a été cité, comme des outils bureautiques dans lesquels on va avoir de l'autocomplétion, de la traduction automatique, etc., les gens répondent oui, bien sûr. Et on se rend compte qu'on a des taux d'adoption de 95, voire de 100%. Donc il y a un peu le syndrome de Monsieur Jourdain, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, je pense, de salariés, de dirigeants dans les PME qui utilisent déjà l'IA, mais un peu sans le savoir, et qui peut-être ne le comprennent pas forcément ou ne voient pas ce qu'il y a derrière. Et à la rigueur, c'est pas forcément très grave. Par contre, si elles veulent aller plus loin et l'appliquer à leur cœur de métier, c'est là où généralement c'est quand même nécessaire de vraiment commencer à comprendre et surtout avoir confiance dans la technologie. Alors, effectivement, Emmanuel Garnot-Gamache, quand on parle d'appliquer l'IA dans son cœur de métier, ça crée des transformations importantes. C'est pour ça qu'on fait ce débat, hein. Préparons-nous au changement. Comment est-ce que ça va transformer le quotidien des PME? Qu'est-ce qui est ressorti des ateliers que vous avez menés? Alors en fait, il est important de comprendre qu'on ne leur a pas demandé de réfléchir sur l'IA en tant que technologie. On leur demandait vraiment d'essayer de se projeter en 2031 dans leur métier de dirigeant. Qu'est-ce que ça allait pouvoir changer? Et donc il y a bien, je rejoins Gwendal là-dessus, il y a bien deux niveaux. Il y a un niveau où ça change mon quotidien de dirigeant de PME. Donc ça va être les outils d'aide à la décision. Ça va être peut-être, et ça c'est un truc qui est ressorti de manière très forte, un grand espoir sur dégager du temps. En fait, le rapport au temps dans ce que l'IA peut amener, et c'est le bénéfice le plus attendu. Puis il y a un autre niveau il y a même trois niveaux. Il y a le premier niveau, c'est moi. Le deuxième niveau, c'est la relation à mes collaborateurs. Et c'est très intéressant parce que dans les tendances qu'on a pu ressentir lors de ces ateliers, il y avait bien l'idée que l'IA pouvait présenter un danger de déshumanisation. Et donc, nous, on a vraiment expérimenté des dirigeants d'entreprise qui étaient très sensibles à la relation entre l'IA et le collaborateur. Et puis, le troisième niveau, c'est celui sur lequel Gwendal travaille déjà, c'est-à-dire qu'est-ce que l'IA va apporter à mon business? Qu'est-ce que ça va changer dans mon offre? Et je dois dire que nous, notre but était vraiment dans ces ateliers, finalement, de regarder le process d'acculturation. Je crois que c'est assez fondamental dans ce qu'on vient de se dire sur... Ce n'est pas un sujet trivial, c'est pas un sujet banal, l'intelligence artificielle. On en entend parler beaucoup et donc on a l'impression de la connaître. Mais finalement, de nos ateliers est ressorti aussi un truc très important, c'est que tous les dirigeants de PME, il y avait une appétence et une curiosité, mais ils nous ont tous dit, finalement, ces ateliers, on trouvait que c'était beaucoup de temps passé. On leur demandait à peu près 4 heures quand même de leur temps, ce qui est beaucoup pour un chef d'entreprise. Et ils nous ont tous dit, en fait, c'était impossible de faire moins. Parce qu'on a besoin de mieux comprendre les réels bénéfices et aussi les réels dangers. Et voilà, donc il y a vraiment des choses, des tendances marquantes qui sont ressorties. Également quelque chose qu'on abordera peut-être, qui est finalement la connaissance fine et la transparence de l'IA, c'est-à-dire je veux rester en contrôle. Le dirigeant de PME, et je pense le dirigeant d'entreprise en général, n'imagine pas du tout que l'IA va le remplacer comme décisionnaire, qu'elle va l'aider probablement, mais jamais le remplacer. Et donc la compréhension de ces algorithmes, savoir comment ça marche, cette fameuse boîte noire qui les inquiète, c'est quelque chose qui est ressorti aussi de manière très forte. Donc moi j'ai trouvé qu'ils étaient à la fois très curieux et très investis sur le sujet. C'est un peu les mêmes questions qu'on se posait à l'arrivée de l'informatique et puis de l'Internet, hein. On parle quand même d'une révolution de ce niveau-là, oui. Et donc il est important de prendre en compte tout de suite. Est-ce que ce virage inéluctable, je dirais, il est bien compris par les dirigeants aujourd'hui ? Oui, ça je pense très franchement, parce que y compris des PME ? Y compris des PME, même si une récente étude du BCG montre que seulement 25% l'utilisent dans les grands groupes de manière active, concrète, et moins donc dans les PME. Par contre, elles sentent un véritable besoin, comme je l'indiquais tout à l'heure, de se mettre à niveau quelque part pour des questions et des enjeux de compétitivité. Et comment est-ce qu'on peut les aider à s'en faire un allié de cette IA, justement, que ça n'arrive pas comme ça, comme quelque chose d'étranger dans l'entreprise? J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, alors c'est vrai que moi je suis plutôt tournée sur l'espace de travail, l'espace collaboratif, mais quand on regarde par exemple une étude de McKinsey qui indique que plus d'une journée de travail par semaine, ce qui est énorme, est consacrée en fait à chercher de l'information, à s'attaquer à des tâches routinières qui n'ont aucune valeur ajoutée, à répondre à des pop-up, à des sollicitations intempestives. Alors moi, chercher de l'info, si j'arrête, en revanche, j'arrête mon boulot. Mais...
Non, parce que ça peut vous aider à trouver une information plus rapidement, Tout à fait. de manière plus pertinente. Oui. Donc, ça vous laissera davantage de temps pour de l'analyse ou pour peaufiner en fait vos interviews. Et donc, véritablement, en fait, l'enjeu est là. Et donc, on se rend compte typiquement qu'un moteur d'intelligence artificielle va permettre de gagner cette fameuse journée de travail par semaine, qui va permettre à l'employé de se consacrer à davantage de travail imaginatif, d'innovation, de créativité, etc., ce qui correspond à des soft skills, ce que ne fera a priori jamais l'IA. Donc l'IA, on lui confie des tâches très répétitives, très automatiques finalement. Absolument. Ce qui est ressorti des ateliers, typiquement, c'était, on leur faisait comparer leur quotidien aujourd'hui, leur quotidien en 2031, et finalement dans les compétences, Karine vient de prononcer le mot soft skill, tout ce qui est, finalement, c'était très encourageant parce que l'humain est à la hausse, c'est une valeur à la hausse finalement pour les chefs d'entreprise. Et donc en effet, les compétences vont changer, vont se modifier. Et les recrutements aussi. Et les recrutements, alors ça c'était un des volets qu'on abordait, c'est-à-dire le volet aide au recrutement RH. Mais là aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu noter finalement sur ces panels de chefs d'entreprise qui étaient très diversifiés dans des secteurs, tous secteurs confondus, des gens pas du tout en techno. À chaque fois, en effet, l'IA doit rester à sa place. C'est un soutien. C'est une aide, c'est quelque chose qui doit me faire gagner du temps, mais en aucun cas, elle ne doit me remplacer, elle ne doit pas non plus remplacer mes collaborateurs. Ça, c'est plutôt positif, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de craintes au niveau des salariés, finalement, sur le remplacement par l'IA. Et bien, les dirigeants de PME ne voient pas du tout ce bénéfice-là comme un premier bénéfice. Ils cherchent vraiment la gestion du temps, toujours, Karine le rappelait, ce que ça peut m'apporter. Alors, je vais juste donner la parole à Gwendal Bian qui trépigne de l'autre côté de son Skype. On est sorti du sujet qui ne concerne que les grandes entreprises. Est-ce qu'aujourd'hui, on trouve suffisamment d'outils pratiques d'IA pour les PME ? Alors, oui, j'ai envie de dire oui sur un premier niveau, c'est-à-dire que pour être utilisateur de l'IA, il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui existent. Je pense que ça a été cité dans le domaine de la bureautique, de la collaboration. Je peux prendre aussi un exemple tout bête sur la gestion des notes de frais. Il y a une super boîte en française qui s'appelle Spendesk. Vous prenez en photo votre ticket de caisse et automatiquement, ça va vous identifier le montant, le fournisseur, la TVA, etc. Et donc ça fait gagner un temps fou. Et donc la fameuse journée de travail. Donc ça permet déjà d'avoir un peu le premier niveau de la fusée qui va être l'acculturation de ça y est, je commence à avoir des premiers cas d'usage. C'est peut-être pas révolutionnaire par rapport à mon cœur de métier. Ensuite, sur l'appliquer au cœur de métier, je pense que ça va être très disparate. L'écosystème des PME, nous, quand on y est confronté, on a un peu deux cas de figure. Soit il y a déjà en fait une habitude de gérer des projets, d'investir dans de la technologie parce que l'entreprise, la PME dans son cœur de métier est déjà assez technologique et du coup c'est plutôt facilité. Et donc l'IA est un nouveau projet parmi d'autres, j'ai envie de dire, de transformation, mais c'est d'abord une transformation de métier. Ou dans d'autres cas de figure, nous on a eu beaucoup d'écueils, on n'a finalement pas réussi à démarrer ou à réussir le projet dans certaines PME parce que on avait une barrière à l'entrée, entre guillemets, un choc des cultures et une capacité à s'approprier les technologies, à sortir des gens de la production dans une PME, sortir des gens de la production pour faire du projet, c'est très compliqué. Dans les grands groupes, vous avez bien sûr des équipes projets qui sont dédiées à ça, ils font appel à des consultants, etc. Dans des petites entreprises, c'est très compliqué. Donc là, c'est vraiment très différent d'un cas à l'autre. Et moi, je peux que conseiller d'adopter vraiment une stratégie des petits pas, pas viser tout de suite la Lune, essayer d'y aller progressivement et d'avoir des petites victoires très vite, au bout de quelques semaines, quelques mois, pour que ça fasse un peu peau de miel et qu'on réussisse à embarquer l'organisation sur des premières victoires. Disant, regardez, ça marche, on a fait gagner une demi-journée au service comptable là-dessus, on peut faire gagner au service logistique là-dessus, peut-être que sur la partie commerciale, on peut aussi envisager des gains. Voilà. Et envisager des choses peut-être plus révolutionnaires dans un second temps, une fois que la culture et que l'organisation est prête à la digérer, quoi. Oui, dépasser ce frein culturel et puis aussi trouver les bonnes compétences techniques. Je voulais revenir sur la question de la productivité et de l'outil de compétitivité que peut représenter l'IA. Qu'est-ce qu'on appelle justement la productivité ? Parce qu'on a dit, bon, non, ils ne sont pas prêts à transformer un poste par une intelligence artificielle, mais on n'est pas en train un peu de parler de ça quand même ?
Ce qu'on pense, c'est qu'il va y avoir on va repenser en fait les métiers autrement. Ça, c'est quasiment une certitude. C'est-à-dire ce qu'on se dit aujourd'hui, on a l'habitude dans nos pays en fait d'avoir un environnement de travail basé essentiellement autour du CDI. Avec finalement un travail très centralisé dans des entreprises, dans des bureaux concrets, etc. Ce qu'on voit en fait et ce qu'on perçoit, et c'est très important pour les PME aussi, c'est qu'on s'oriente vers en fait des plateformes d'indépendants, de gens qui vont être reconnus pour une expertise donnée et auxquels on va pouvoir faire appel à distance où qu'ils soient. Donc c'est aussi une formidable opportunité pour des entreprises qui parfois n'ont pas besoin par exemple d'un DSI à plein temps ou d'un RH à plein temps et qui vont pouvoir aussi travailler autour de ces plateformes-là sur du temps partagé, sur des gens auxquels elles vont pouvoir faire appel et qui sont partout a priori dans la planète. Ce qui pose des nouveaux défis sur le contrat de travail, sur le Absolument. contrat social aussi. On voit que cette question de l'IA dans l'entreprise est loin d'être anodine, hein, finalement. Tout à fait. Et en fait, le parti pris des ateliers était de se dire, en effet, il y a une première étape. Gwendal évoquait la théorie des petits pas et des petites victoires. Je pense même qu'il y a une étape en amont qu'on est déjà en train de démarrer quelque part. Hein. C'était un peu le pari de ces ateliers ou de cette démarche prospective. C'est l'acculturation. C'est vraiment très important que les gens arrivent à mieux comprendre les zones sur lesquelles ils ont envie finalement d'aller et d'aller chercher de l'IA en support et en soutien. Finalement, d'un chef d'entreprise à l'autre, il y a des thèmes qui convergent et il y en a d'autres où finalement on sent bien que les gens ne veulent pas attaquer certaines branches de métier. Encore une fois, toutefois... C'est-à-dire que former à l'IA, c'est pas leur dire « Tiens, on va vous faire une session de code et puis vous allez comprendre comment on crée un algorithme ». Pas du tout. Et en fait, ils sont tous ressortis de ces 4 heures en se disant que en fait, c'était 4 heures indispensables à justement prendre l'IA dans sa globalité. Et après, ils nous ont tous aussi exprimé une frustration qui était « Ok, mais c'est quoi l'étape d'après ?» Et effectivement, l'étape d'après, là, c'est de rentrer dans le dur sur des applications, sur des solutions, sur des cas d'usage qui sont dans leur quotidien. Mais pour autant, cette première étape, elle est fondamentale et on le sait en fait, et c'est même un sujet dont la France s'est emparée, puisque on sait que BPI a lancé dès 2019 des programmes pour faire des diagnostics IA, y compris dans les PME. En tout cas, nous, notre idée, c'est que les grands groupes, effectivement, sont mieux équipés. Gwendal le disait, il y a des équipes, il y a du staff, etc. Et pour autant, on sait que la France n'a pas totalement complété sa transition digitale. La vague IA, elle va être encore plus rapide et peut-être plus violente. Et là-dessus, ce qui est rassurant quand même, je trouve, c'est de voir que le pays et les quelques dirigeants de PME avec qui nous, on a pu discuter, sont très conscients de l'enjeu et n'ont certainement pas envie de rater cette vague-là et d'être aussi en retard qu'on a pu le vivre. C'est peut-être nouveau par rapport aux révolutions précédentes. Absolument. Et en termes de coût des outils, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui de se dire « je me lance dans un process IA » ? Alors Gwendal le disait en fait, je pense qu'il faut d'abord commencer par une politique, il le mentionnait, des petits pas, c'est-à-dire on parlait de cas d'usage aussi. Ouais. L'intérêt c'est de regarder, c'est du quick win, c'est-à-dire typiquement si je suis dans une entreprise de production par exemple, une usine, c'est vrai qu'en faisant de la maintenance préventive, typiquement je suis capable au lieu de changer une pièce tous les 6 mois, de me dire finalement en fonction des intempéries par exemple, ou en fonction de conditions particulières, cette pièce finalement je vais pouvoir la garder 8 mois ou 1 an au lieu des 6 mois en question. Donc, voilà, donc ça peut être des cas d'usage très très spécifiques et ça peut ne pas coûter grand-chose, j'ai envie de dire. Et alors vous, Karine Calvé, vous avez intégré de l'IA dans votre propre outil qui vous permet d'observer, de mieux comprendre les modes de fonctionnement des collaborateurs. Oui. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Est-ce que vous sentez qu'ils sont prêts à ce virage culturel ? Alors en France, plus particulièrement, il y a une vraie méfiance. On en parlait tout à l'heure sur attention, on va être traqué, cette peur du contrôle, cette peur en fait d'intrusion malgré soi. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos outils sont là uniquement pour le bénéfice vraiment et le bien de l'utilisateur. C'est-à-dire que vous pouvez les actionner ou décider de ne pas les actionner, c'est selon votre choix. Derrière, l'idée, c'est tout simplement de mieux percevoir ce qui va vous libérer du temps, de l'énergie pour vous permettre de vous consacrer à des tâches importantes. Donc on l'a intégré parce que ça nous permet de regarder si vous, par exemple, le matin, vous avez besoin de connaître un fil d'actualité, ça vous le mettra en mode push. Et donc, vous pourrez comme ça avoir les informations qui vous concernent, qui vous sont propres, qui ont un intérêt pour vous. Et ça vous permettra aussi peut-être de ne pas avoir un focus précis sur des choses qui sont absolument sans aucun intérêt. Donc, une démarche aussi plus personnalisée. Absolument. C'est tout l'enjeu. Oui, tout à fait. Ouais. Gwendal Bihan, je reviens à vous. Ce sera le mot de la fin pour vous, puisqu'on arrive au terme de ce débat déjà. Comment est-ce qu'on peut les accompagner, ces PME, sur la partie socle technique ? Alors,
Je pense que ça a été mentionné avant d'aller sur le socle technique, il y a déjà cette phase d'acculturation et je pense que c'est important que les entreprises et les PME se mobilisent là-dessus. Donc moi, je les encourage à rejoindre des collectifs comme Impactia par exemple ou autres pour pouvoir monter en compétences et choisir le bon socle. Et ensuite, sur les socles technologiques, faut savoir aujourd'hui qu'avec les solutions cloud qui sont hébergées, il y a quand même toute une partie dont on est exempté. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'installer les propres serveurs chez soi, dans sa PME, etc. Et ça, c'est un gain de temps et aussi un gain d'argent. On va pouvoir consommer un peu à la demande, en fait, les solutions. Donc, moi, je recommanderais vraiment à des PME de s'appuyer au maximum sur des solutions cloud. Il y en a beaucoup sur le marché, des américaines, des européennes aussi, qui sont très compétitives pour certaines. Et donc, d'aller regarder ce qu'ils peuvent faire et de bien partir par le problème, quelle problématique métier vous voulez répondre, et puis ensuite d'aligner du coup les technologies là-dessus et de les choisir en fonction des cas d'usage, des problématiques, des irritants qu'ils veulent adresser. Emmanuel Garnot-Gamache, c'est aussi votre mot de la fin. Quels sont les sujets clés, si on devait en citer 3, sur lesquels l'IA est attendue par les dirigeants de PME? Il y en a éventuellement plus que 3, mais j'imagine. Si on veut les regrouper par famille, effectivement, je vais me répéter, mais c'est pas grave. Le plus important et ce qui est ressorti de manière manifeste, c'est la gestion du temps, en fait, les bénéfices et les gains de temps apportés par une forme d'analyse de l'information qui vous permet de prémâcher du travail, mais aussi des prises de décision. Donc le temps fondamental. Et après, de manière plus détaillée, des grands espoirs et des grandes attentes sur le volet RH, oui. Sur le volet gestion, essentiellement finance, je pense que la comptabilité, Gwendal parlait des notes de frais, mais c'est un exemple. Et il y a effectivement sur l'analyse financière, et puis un volet aussi intelligence économique, business intelligence, analyse de la concurrence, etc. C'est des sujets sur lesquels ils espèrent beaucoup, mais encore une fois... Donc ils sont prêts à passer aux dirigeants de PME augmentés. Ce sera à ça qu'il ressemblera demain. Ils veulent bien être augmentés, mais en tout cas, ils veulent rester décisionnaires. Ça, c'est fondamental. Et puis, par contre, ils ont tous compris que c'était un enjeu de compétitivité. Et moi, je trouve ça très encourageant de voir à quel point ils s'emparent du sujet. C'est le plus important, en fait, à ce stade. Votre mot de la fin, à vous, Karine Calvet? Oui, alors merci Emmanuel. Je rajouterai en fait une notion qui est importante également, c'est l'implication des employés dans l'entreprise. On se rend compte que plus de 60% aujourd'hui se disent désengagés, ce qui est énorme comme pourcentage. Et en fait, l'idée, c'est justement de les aider à se réapproprier quelque part leur cœur business, de les aider en fait à se réintéresser à leur métier de base, en les dépolluant de toutes les tâches qui sont sans intérêt, sans valeur ajoutée. Si seulement. Merci beaucoup. Merci Gwendal Billon d'avoir été avec nous par Skype, cofondateur d'Actionnable. Emmanuel Garnot-Gamache, directrice du développement international de Bicom, pour ces retours très concrets de vos ateliers. Et Karine Calvet, directrice générale de Citrix France. Vous nous avez tous apporté vraiment des éléments factuels et je vous en remercie. Nous, juste après la pause, on va parler encore d'entreprises, mais d'entreprises françaises qui ont très bien réussi dans l'univers du jeu vidéo. Nous sommes de retour pour la suite de Smart Tech et notre rendez-vous Game Business avec Guillaume Monteux, président de Gatsby, qui est spécialisé dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Bon, meilleurs vœux d'abord pour cette nouvelle année 2021. Et vous aussi, à toute l'équipe aussi. Merci beaucoup. Alors, on redémarre, nous, cette année, avec la suite de votre saga sur les réussites françaises dans le jeu vidéo. Dans votre dernière chronique, vous nous aviez parlé du remarquable parcours d'Ubisoft. Et cette semaine, c'est de Gameloft et Ketchup dont vous vouliez nous raconter l'histoire. Pardon. Absolument. Je le rappelle, en France, on compte plus de 300 studios de jeux, dont plus d'une vingtaine qui brillent au niveau international. On est très très bon dans le domaine des jeux vidéo et c'est pas si simple que ça d'être bon. On l'a encore vu récemment avec le fiasco du jeu Cyberpunk 2077, pourtant édité par le sérieux éditeur polonais CD Projekt Red. Annoncé comme le jeu de l'année, il s'est vendu à 13 millions d'exemplaires en 10 jours, ce qui est exceptionnel, sauf que le jeu était buggé. Et donc Sony et Microsoft ont dû rembourser
tous les joueurs qu'il avait achetés sur le PSN ou sur le Game Store de la Xbox. Donc vous voyez, c'est pas si simple en fait d'être un éditeur de premier rang. Et je voudrais, au travers de cette série de chroniques, montrer que dans un univers ultra concurrentiel, mondial, nous, Français, on s'en sort très bien et on est fiers. On peut être fier de notre savoir-faire dans le domaine du jeu vidéo. Et alors là, vous allez nous parler plus spécifiquement du jeu vidéo sur mobile. Oui, absolument. Je vais vous parler de Gameloft et de Ketchup parce que leur saga est intimement liée à celle d'Ubisoft dont on a parlé dans la précédente chronique. Alors expliquez-nous ça, cette liaison. Écoutez, Ubisoft, société créée en 1986 pour adresser le marché de la console de salon et des ordinateurs. Gameloft, société créée par les mêmes frères Guillemot en 1999 pour adresser le marché du mobile. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que Gameloft n'est pas une filiale d'Ubisoft? Eh bien, d'abord parce que les frères Guillemot ont compris dès 1999 que sur mobile, ça ne serait pas les mêmes joueurs, ce ne serait pas les mêmes temps de développement des jeux, ce ne serait pas le même marketing, ce ne serait pas la même monétisation. Bref, ça nécessitait en fait presque deux entités différentes et ça nécessitait deux entités différentes. Donc Gameloft est une société à part d'Ubisoft. Indépendamment de cela, en 99, il faut avoir de la vista. Parce que les jeux de console, en fait, ils étaient en noir et blanc à l'époque. C'est quelque chose qui nous paraît complètement fou aujourd'hui, mais en 1999, on jouait sur une Game Boy. La Game Boy Color arrivera fin 99, et la Neo Geo qui sort à la même date est toujours en noir et blanc. D'ailleurs, elle va faire un flop. Donc, il faut quand même avoir de la vista à ce moment-là pour créer une société dans ce domaine-là. Aujourd'hui, quand on pense jeu mobile, évidemment, on pense jeu sur téléphone, mais dans les années 2000, le meilleur jeu sur téléphone, c'est le Snafu. C'est un jeu sur votre téléphone dans lequel vous aviez un serpent, je ne sais pas si vous vous en souvenez, Ouais. vous étiez pas né, vous, mais où vous mangez des pommes, le serpent grandissait et il fallait pas se mordre la queue. Bref, à l'époque, et dans les années 2000, il n'y avait pas les technologies qui étaient suffisantes, ni même pensées pour le jeu du tout sur les téléphones. Donc il fallait quand même vraiment avoir de la vista. Et alors du coup, quel est le positionnement de Gameloft? Le positionnement de Gameloft, il va être relativement simple. Peu de franchises, des jeux qui sont extrêmement finis, extrêmement léchés, ce qui n'était pas forcément le cas dans les années 2000, et surtout des jeux qui sortent tout de suite sur toutes les consoles. Donc en 2002, les premières commercialisations des jeux, et 2003, le premier vrai succès, on va dire, de Gameloft avec le jeu Asphalt 3 Street Rules sur N-Gage, qui va faire un vrai carton. Et 2004, c'est l'avènement de la Nintendo DS et des PSP. Et là, le chiffre d'affaires de Gameloft va doubler tous les ans pour atteindre 100 millions d'euros en 2008 avec l'ouverture de l'App Store d'Apple. Et d'ailleurs, Gameloft va être tellement présent sur l'App Store que Steve Jobs va inviter Michel Guillemot à sa keynote en 2010 pour vanter les mérites de l'iPad, cette fois-ci, dans le domaine du jeu vidéo. Donc, vous voyez quand même une société qui croît très, 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 très vite. Et alors, quelles sont les grandes franchises du groupe? Alors, les franchises du groupe, c'est Asphalt, on en a parlé, le jeu de course qui a étonné par sa qualité. Il y a eu bien d'autres franchises, Moi Moche et Méchant, Minion Rush, énormément de jeux coédités avec Disney. Aujourd'hui, Gameloft, c'est plus de 5000 personnes, 19 studios de développement et de très nombreux partenariats, notamment avec les opérateurs télécoms, en France avec Orange et avec Free, en Italie avec TIM, avec lequel Gameloft coédite un service d'abonnement à des jeux qui s'appelle Gamma Sutra, et puis des partenariats avec les constructeurs de téléphones Huawei, Samsung ou LG. Et le lien avec Ubisoft alors? Le lien avec Ubisoft, déjà, c'est deux sociétés qui ont été créées par les frères Guillemot. Ça, c'est le premier lien. Mais ils ont un deuxième lien, qui est le fait que, de la même manière que Vivendi a fait une OPA sur Ubisoft, OPA qui a échoué sur Ubisoft, et Vivendi a aussi lancé quasiment au même moment une OPA sur Gameloft, et cette OPA va réussir, et donc Vivendi va s'emparer de Gameloft en 2016.
Donc, en 2016, exit les frères Guillemot de Gameloft. Un nouveau CEO issu de Vivendi va être nommé, mais les anciens dirigeants de Gameloft, les dirigeants historiques de Gameloft, vont rester. Ils vont réussir à garder l'esprit de Gameloft. Et aujourd'hui, Gameloft est toujours un acteur de premier rang, certes au sein de Vivendi, mais un acteur de premier rang. Et pourquoi les frères Guillemot ont été si déterminés à être présents sur le jeu mobile ? Écoutez, les frères Guillemot ont été dépossédés quelque part de Gameloft en juin 2016. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont immédiatement, en septembre 2016, racheter une autre société spécialisée dans le monde du mobile. Et cette société s'appelle Ketchup. Ils ont été créés en 2014 et sont fait connaître par le portage du célèbre jeu 2048, dont vous avez certainement un exemplaire dans votre téléphone. Et Ketchup, sous l'ère Ubisoft, va se développer très 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 vite, va éditer énormément de jeux, Summer Sports, Stick Hero, Jump Car, Knife Cut, des jeux auxquels on a tous joué. Aujourd'hui, Ketchup, c'est plus de 200 jeux. Et c'est une société, si on la rapporte aux comparables qui existent dans le domaine, qui doit certainement bien marcher et être très profitable. Pourquoi est-ce que les frères Guillemot sont aussi déterminés à être dans le domaine du mobile? C'est votre question. Oui, mais Eh là, bien, parce Guillaume, qu'au-delà du catalogue, très des franchises et des partenariats, en fait, les jeux mobiles, c'est une audience. Et l'audience, c'est de la publicité. Et donc, le rachat de Ketchup par Ubisoft... Guillaume Monteux, Oui. je vais être obligée de vous interrompre parce que là, on dépasse énormément notre temps imparti. Donc, on a bien compris l'importance de ces deux studios et du lien avec Ubisoft. On continuera de toute façon cette saga, parce que je sais que vous en avez encore beaucoup sous le pied. Donc, on aura un épisode 3, on compte sur vous la semaine prochaine. Merci beaucoup, Guillaume Monteux, président de Gatsby. Nous, on reste dans le secteur du divertissement, mais avec une innovation d'un tout autre genre. À quoi ressemblera demain chaque jour? Cécilia Sévry nous livre l'une de ses trouvailles parmi ces innovations qui peuvent changer notre quotidien. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous allez nous présenter une émission télévisée inédite. Oui, c'est une émission qui ressemble un petit peu au show qu'on connaît ici en France comme La Nouvelle Star ou même The Voice, mais celle-là, je vous assure que vous n'en avez jamais vu des comme ça. Vous allez le voir sur les images, ça s'appelle Dimension Nova. C'est le tout premier concours de chant télévisé qui met en compétition des avatars, des personnages qui ne sont pas réels du tout. Ils sont créés de toutes pièces numériquement. L'émission, elle a débuté en octobre 2020 et elle est passée un petit peu inaperçue dans le monde. Je dis dans le monde parce qu'en Chine, par contre, elle fait un carton. Elle est diffusée sur une plateforme et selon cette plateforme, 390 millions de Chinois seraient intéressés par ce programme. Et comment ça marche? Alors, en fait, 32 candidats sont créés de toutes pièces, je le disais, grâce à des animateurs 3D sur ordinateur. Ils peuvent créer la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la taille du personnage, mais aussi, c'est là que ça devient de plus en plus intéressant, sa personnalité, son caractère, son histoire aussi, parce qu'ils ont tous une histoire à raconter. Tous ces détails vont pouvoir différencier les personnages les uns des autres, et ce sont de vrais acteurs qui vont leur donner vie grâce à la capture de mouvements, vous savez, avec tous ces capteurs qu'on va placer sur les articulations principalement. Et donc, ce sont les acteurs qui vont apprendre les chorégraphies, créer tous les mouvements, que ce soit des tics naturels, mais aussi toutes les chorégraphies pour la scène. Et ensuite, ce sera soit en direct, soit enregistré pour être diffusé et donner vie à ces avatars. Alors, au début du jeu, il faut le dire, la qualité des mouvements n'était pas exceptionnelle, donc ils ont été assez critiqués, mais ils se sont très très vite améliorés. Ils ont changé les capteurs, ils ont amélioré aussi le logiciel, les mesures de mouvement. Et puis aussi, il faut le dire, chaque avatar a sa propre équipe de graphistes et d'animateurs 3D qui va pouvoir lui créer toute une histoire. Et donc, on va pouvoir aussi préparer les interactions avec le jury qui sont très importantes parce que le jury, lui, est bien réel. Alors, dans ces télécrochets, la voix, c'est très important. Comment ça se passe oui. à ce niveau-là? La voix est synthétique. Et c'est ça qui est fou, parce qu'on parle bien d'un concours de chant, je le rappelle. Ouais. Mais en réalité, la voix est synthétique. C'est des logiciels de synthèse vocale développés par Yamaha Corporation. On va citer celui-là, par exemple, qui s'appelle Vocaloid. C'est le plus connu et le plus performant aussi. Il synthétise une chanson pour faire une voix plus vraie que nature. En fait, il suffit de donner les paroles
et la mélodie. Et tout va être créé par le logiciel. On va pouvoir modifier le ton, on va pouvoir choisir le rythme. Et en fait, dans ce logiciel sont enregistrés déjà des voix d'acteurs, des voix de chanteurs qui vont aider quand même. On prend une base réelle à créer cette voix qui aura vraiment l'air assez naturelle, il faut le dire, avec un résultat assez impressionnant. On peut écouter? Oui, on va écouter. Alors, je vous propose d'écouter d'abord Amy. C'est la star de cette émission. Elle a 19 ans et c'est vraiment la chouchou des téléspectateurs. Écoutez. Énorme. Et le public est bien réel. Oui, le public est bien réel. C'est pour ça qu'on assiste vraiment à un show. Chaque semaine, c'est ce qui rend la chose réelle pour les téléspectateurs qui, eux, sont chez eux. Et puis, c'est la première fois, certes, qu'un show télévisé est complètement dédié à des avatars qu'on met en compétition. Mais en réalité, la starification comme ça des avatars, des personnages virtuels, c'est pas nouveau en Asie, même si c'est très récent. L'avatar le plus avancé qu'on pourrait citer, c'est Hatsune Miku. C'est une idole japonaise et figurez-vous que en janvier dernier, elle se produisait en France au Zénith de Paris. Je vous propose pour terminer cette chronique d'écouter un petit morceau. Eh ben, on va l'écouter, mais je vais parler par-dessus parce qu'on arrive au bout de notre temps imparti. Merci Cécilia Sévry. Je vous laisse partir avec votre habit de lumière pour nous présenter le Lab Startup et 4 jeunes pousses innovantes. On va changer tout de suite de plateau en musique. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié comme moi ces moments de musique, mais aussi tous ces sujets importants autour des startups et des PME et de la révolution IA. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.